On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Laurence Godin-Tremblay se demande si Dieu est grossophobe, James Langlois médite sur la violence des gens ordinaires et Antoine Pajot-Saint-Hilaire veut réconcilier foi et raison. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie d'Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Allô Simon. Toujours en forme? Oui. Oui, super, parce qu'on a une bonne émission aujourd'hui avec entre autres James Langlois. Bonjour James. Salut Simon. Alors, oui, je suis sorti de mon congé, momentanément de mon congé de paternité. On est bien content et c'est pour nous parler de quoi? Bien des choses, en fait. Gérald Galland, qui est un des pires tueurs de l'histoire du Québec, même du Canada, de Luc Picard, de son film Confession, avec lequel j'ai eu l'occasion de parler dans notre plus récent magazine Le Verbe, qui est sorti ce mois-ci, et aussi d'un peu de l'histoire de ma famille, parce que tout ça, c'est relié à ma famille. Okay. Je vous garde le punch pour plus tard. Pour plus tard, en milieu d'émission. Merci, James, d'être avec nous aujourd'hui. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut, Simon. Donc, toi, Laurence, tu utilises tes chroniques pour faire ta psychanalyse. Est-ce que c'est ça? C'est oui, méchant, oui, c'est méchant. C'est-à-dire, je vais parler effectivement de la volonté de perdre du poids. Parce que, bon, maintenant que tu as mis le terrain d'une façon aussi délicate, Simon, effectivement, j'ai parlé de d'autres avantages d'avoir la foi. Hein, vous vous souvenez, économiser, plus de plaisir au lit, être cool. Ben, qu'est-ce que les gens veulent aussi? C'est perdre du poids. Dont moi, merci de le souligner. Et, tu l'as dit toi-même dans d'autres émissions. Je l'ai dit, oui. Puis ensuite, d'un autre avantage aussi, parce que perdre du poids, ça se fait pas automatiquement ou ça marche pas tout le temps. Je vais vous montrer aussi que la foi permet de s'aimer quand on est gros. OK. Bon, j'ai très hâte d'entendre ça en tout début d'émission. Merci, Laurence, d'être avec nous et pardon si je t'ai blessé en ce début d'émission. Non, il faut dire les vraies affaires. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, bonjour. Allô. Alors, toi, tu viens nous parler aujourd'hui d'une encyclique d'un pape. Oui, plus particulièrement de cette encyclique-là, Foi et raison, écrit en 1998 par Saint Jean-Paul II. Mais toujours très actuel, j'imagine. Tout à fait, absolument. Éternel même. Éternel, OK. Ouais. Donc, ce sera en toute fin d'émission comment Foi et raison s'articulent. Merci d'être avec nous. Ariane, qu'est-ce qu'on fête cette semaine? Bien, cette semaine, il y a le 21 mars, 21-03. C'est la Journée internationale de la trisomie 21. Ah, OK. Tu t'y attendais pas, hein? Non, je pensais que tu allais dire la Saint-Joseph qui est reportée au 20 mars cette année. À cause? Ben, parce que ça tombe un dimanche. Ah ouais, c'est reporté? Mm-hmm. Ah, bon. Trop important, on ne peut pas passer à côté. Ah. Ben, c'est le fun parce qu'on ne va pas perdre une journée pour faire absence de carême. Exactement. Mais là, on parle de la trisomie 21, le 21 mars. Oh, revenons au mouton. Ben oui, alors, comme petite quiz, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'une personne qui a la trisomie 21 peut embrasser voyons comment dire ça, peut devenir frère ou sœur religieux, entrer dans une communauté et répondre à cette vocation? C'est arrivé une fois, non? Non, il n'y a pas un cas. J'avais vu un petit reportage, je me souviens plus. Je pense que c'est une fille. Moi, un reportage j'écoute souvent le chapelet de Lourdes qu'on peut avoir en balado. Puis il y a souvent une jeune femme trisomique qui, je crois, est consacrée, qui prie le chapelet avec nous. C'est bon. James, Antoine, est-ce que vous avez une réponse? Non. J'ai aucune idée. Aucune idée. Bien, la réponse, c'est que oui, effectivement, les personnes qui ont le syndrome de Down peuvent devenir religieux. Il n'y a rien qui empêche ça. Puis même qu'en France, il y a une communauté qui est entièrement dédiée à l'accueil de ces personnes-là. Ça s'appelle les Petites Sœurs disciples de l'agneau. Donc, j'ai vu des cas de femmes devenues sœurs. Pour les hommes, j'imagine que c'est possible. Je n'ai pas poussé mes recherches à ce point-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, très beau, parce que la mère supérieure de cette communauté-là avait fait des études en
psychologie ou psychothérapie, puis donc avait comme une expérience avec les personnes trisomiques, puis avait aussi été témoin là, de l'appel de certaines personnes, puis de leur capacité à aimer Dieu, à s'adonner à cette vocation-là, puis donc qu'elle ne voit pas de problème avec le discernement qui est nécessaire pour entrer dans la vie religieuse. Puis donc, c'est une communauté en France et dans l'Indre. Ça a été fondé en 1985. Puis donc, leur idée, c'est de faire des choses simples avec l'amour, comme le disait Mère Teresa. C'est très beau. Dieu avait pensé un plan pour tous, y compris pour ces gens atteints du syndrome de Down. C'est bien ça? Exactement. Merci, Ariane. Restez avec nous. Dans un instant, on débute cette émission avec Laurence Godin-Tremblay. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Entre le péché capital de gourmandise et l'amour inconditionnel de Dieu, on est en droit de se demander si le Dieu des chrétiens est grossophobe ou grossophile. Laurence Godin-Tremblay est venue répondre à ces questions qui ne se trouvent pourtant pas directement dans la somme théologique, afin peut-être de nous aider à nous réconcilier avec notre corps. Bonjour, Laurence Godin-Tremblay. Salut, Simon. Alors, est-ce que tu dirais que tu es réconciliée, une personne réconciliée, toi, avec ton corps? Oui, puis en grande partie, je vais peut-être y revenir, mais parce que je suis mariée, c'est une des raisons qui m'aide beaucoup là, à aimer mon corps, à aimer mon corps en changement. Et pourquoi tu as choisi ce sujet plutôt original, je dirais, aujourd'hui? Ben, parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, là, je suis en démarche pour perdre du poids là, depuis ma seconde grossesse. Là. J'ai pris beaucoup de poids durant ma dernière grossesse. Le médecin me l'a souligné, les gens me l'ont fait remarquer. Je l'ai remarqué. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé, cette idée de comment est-ce que la foi pourrait m'aider à perdre du poids, mais aussi à bien vivre avec ce corps-là en changement. Là. Ce corps qui a changé à cause de mes grossesses, mais là, je le confesse à tous ceux qui nous écoutent, aussi à cause de la gourmandise, parce que enceinte, surtout ma deuxième grossesse, je me suis laissée aller. Là, c'est-à-dire, je vais à l'épicerie, j'ai faim, je me prends des Révélos, j'en mange 2, 3. De toute façon, je suis enceinte, puis je me dis, ça ne changera rien. Puis le médecin me fait remarquer, non, ça change quelque chose. Là, ça ne disparaît pas avec le bébé à la fin de la grossesse. Donc, il y a du poids que j'ai accumulé, oui, c'est ça, qui est mon corps en changement, qui est la maternité. Puis là, les gens vont me dire, c'est beau, tes vergetures, ça t'a donné la vie. Mais il y a aussi, c'est ça, là, il y a eu de la gourmandise, il y a eu de la paresse. Mais est-ce que c'est de la grossophobie, ça, Laurence? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut accueillir toutes les tailles, toutes les formes et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais poids? Alors, ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que quand je me suis intéressée, c'est ça, à ce sujet-là, là, perdre du poids, mais aussi perdre du poids dans cette perspective de comment vivre avec notre corps quand on va le dire, quand on est gros, quand on a pris du poids. Bon, je sais pas. Bon, ceux qui m'écoutent à la radio, là, imaginez-vous pas, c'est pas si pire, là. On veut des chiffres, non? C'est ça. Puis je voudrais pas aussi que les gens plus gros que moi se sentent insultés que je parle de ça, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas. Mais je me suis procuré le livre de Michael Bergeron, dont on a entendu parler dernièrement parce qu'il a sorti un livre sur la masculinité. Mais avant ça, il en avait sorti un sur la grossophobie. Ça s'appelle La vie en gros. Puis lui, on va le dire, là, il dit lui-même, là, c'est un gros, là, mais un gros, dans 300 livres et plus, là, 360 si je me souviens, là, vu que James demande des chiffres. Il le dit lui-même plusieurs fois dans son livre. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Lui, il y a beaucoup de difficultés, c'est ça, avec cette idée de comment est-ce que je pourrais faire pour m'aimer quand je suis gros. Puis, justement, une des premières questions qu'il aborde, c'est il se plaint que l'Église a associé gros et gourmandise. Ça ne m'étonne pas, l'Église est la cause de tous les problèmes de la société québécoise, non? C'est vrai que quand je lis les livres qu'on nous propose aujourd'hui, ça revient sur le tapis. Là. Bon, j'avais fait une chronique sur la sexualité, puis la première chose qui était dite, c'était que l'Église avait brimé le plaisir au lit. Mais là, cette fois-ci, c'est ça. Michael Bergeron nous dit, arrêtez de, quand vous voyez un gros, un obèse, de penser qu'il a été gourmand. Puis je pense qu'il a raison et tort. Je pense qu'il va falloir nuancer son propos, en fait. Okay. Oui, James. Mais qu'est-ce qui lui fait dire ça à propos de l'Église? Parce que moi, j'ai jamais fait spontanément cette association-là. C'est simplement, comment je dirais, c'est simplement qu'il y a cette idée que c'est l'Église qui parlait des vices, et donc qui parlait du vice de la gourmandise, puis qui a mis dans la tête des gens, c'est ça, que c'est mauvais trop manger, que c'est ça qui fait en sorte que t'es gros, puis bon... C'est bien connu qu'il y a juste des personnes complexées sur leur poids dans les pays catholiques, de toute façon.
Ouais. Puis on peut passer à l'image là, du moine très gros avec sa bière et son pretzel. Et pourtant, hein? Et pourtant. Bon, alors moi, je disais, il y a raison et il y a tort. C'est-à-dire, je pense que c'est bon, c'est ça. En quoi, la foi pourrait nous aider à maigrir? Là, bon, moi, je suis pas nutritionniste. Là, la femme de James Lay, là, elle aurait dû venir pour parler de ça. Je suis pas non plus une entraîneuse personnelle. Je suis philosophe. Là. Donc, le seul aspect que la foi ou la philosophie peut nous aider à maigrir, c'est peut-être dans cet aspect-là de justement notre relation à la nourriture. Parce que, bon, on va le dire d'entrée de jeu pour pas que personne se plaigne. Évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes métabolismes. Évidemment qu'il y a des situations particulières, la maladie, des difficultés physiques. Évidemment qu'émotionnellement, c'est difficile. Mais à la fin, ça compte la façon dont on mange puis notre relation avec la nourriture. Je pense que même Michael Bergeron le dirait. Là, à un moment donné dans sa vie, il dit « Je buvais 2 litres de Pepsi par jour. » Bon, et je pense qu'il accorderait qu'il y avait une relation un peu particulière avec la nourriture à ce moment-là. Donc, si je te suis bien, même si ce n'est pas la seule cause, souvent, nos surplus de poids peuvent venir en partie de la gourmandise. Exact. Et comment la foi nous aide à être moins gourmand, Laurence Godin-Tremblay? Bon, c'est de bien comprendre justement qu'est-ce que c'est la gourmandise. Dans son livre, Michael Bergeron, à un moment donné, dit quelque chose de très étonnant. Il dit que lui, il n'est pas gourmand. Puis là, bon, j'ai dit qu'il buvait jusqu'à 2 litres de Pepsi par jour à un moment donné dans sa vie. Fait que ça nous surprend quand même, là. Mais c'est parce qu'il va dire, ceux qui sont gourmands, c'est ceux qui prennent plaisir à manger. Comme il dit, il y a de mes amis, là, ils pensent déjà aux plats qu'ils vont manger demain. Ça va être bon, là, nos petites huîtres avec notre risotto, là. Puis là, il dit, c'est ça la gourmandise. Mais il apporte un point intéressant parce qu'en fait, la gourmandise, c'est à la fois quelque chose qui peut concerner la quantité de nourriture qu'on mange ou un souci démesuré pour la qualité. C'est un peu la distinction peut-être entre gourmand et gourmet en français? Oui, bien, dans notre société, je dirais, tout le monde reconnaît que quelqu'un qui s'empiffre, c'est de la gourmandise. Là. Je veux dire, on va manger chez toi, Simon, là, puis là, tu manges. Puis là, on se dit, ben voyons, Simon, il est bien gourmand. Là, non seulement il n'a pas attendu la prière, non seulement il n'a pas entendu les autres, mais il s'empiffre à pu finir. C'est un cas fictif. Là, tout à fait fictif, parce que je suis plus gourmet que gourmand, en fait. Je te sais très frugal. Alors, bon, c'est ça, il y a cette gourmandise de quantité qu'on pourrait décliner en 3 aspects. Là. Saint Thomas en parle notamment quand il parle de la gourmandise dans le De Malo, mais il dit, ça pourrait être qu'on mange pas au moment opportun parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre désir. Bon, moi, ça me concerne. Là. Moi, je sais pas. Prendre des petites collations tout le temps. Moi, j'écris ma thèse, j'ai un problème avec un argument d'Aristote, je sais pas pourquoi je finis en cuisine avec une toast au Nutella. Là. C'est comme, je sais pas ce que je fais là. Et il y a, évidemment, quand on manger avidement. Puis ça, depuis que je suis parent, c'est quelque chose de difficile, là, de pas manger rapidement, puis un peu de façon quasiment bestiale, parce que là, on est pressé. Puis là, on prend l'habitude à aimer manger comme ça, là. Et la dernière façon d'être gourmand par rapport à notre désir, c'est évidemment normalement, j'ai plus faim, c'est fini, mais je continue de manger. Donc, de continuer. Ça, c'est la façon, là. Puis moi, c'est comme ça que je suis gourmande, là. Je veux dire, je suis pas une très gourmande de qualité, là. Je suis plutôt bestiale et superficielle de ce côté-là. Parce que ça, au contraire, c'est idéalisé par la société, être un fin gourmet, là, on aime ça beaucoup. Alors, c'est ça, c'est l'autre aspect de la gourmandise. La gourmandise peut concerner la qualité de 2 manières. Soit parce que je recherche des aliments vraiment fancy tout le temps, là, bien particuliers, là, de l'agneau, les petites crevettes comme ça, etc. Ou que je demande une préparation démesurée, parce que je pourrais manger... Moi, je mange quelque chose de bien simple, des patates, mais il faut vraiment qu'ils soient cuits de cette façon-là, avec telle huile, etc. Puis, je ne le savais pas, mon enfant est un fin gourmet, finalement. On te demandera pas comment tu fais tes pâtes carbonara, Laurence. Non, c'est ça. Bon, est-ce que... Sachet de sauce, là, acheter à l'épicerie. Non. Non, justement. Alors, j'ai dit que j'étais gourmande un peu plus de quantité, là, puis je vous demanderai pas autour de la table de quel côté vous vous situez, mais... Peut-être les deux. C'est ça, ça dépend peut-être des jours. Non, mais ça me pose une question, Laurence. Pourquoi est-ce que ce serait mal, la gourmandise, là? Est-ce que c'est juste parce que ça nuit à notre santé? Parce que si c'est le cas, être un peu gourmet, il me semble, au contraire, souvent, ça peut être des produits du terroir, des produits biologiques. Ce ne sera pas mauvais pour la santé. Bon, c'est là que je voulais aller. Là. Le problème, c'est qu'on associe gourmandise. Ce serait problématique seulement quand ça cause un problème de santé. Justement, seulement quand on prend du poids. Puis là, c'est là que je suis d'accord avec Michael Bergeron, dans une certaine mesure, de dire... oui, moi, je pense que quand on est rendu à un certain stade d'obésité, il y avait de la gourmandise. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas gros qu'on n'est pas gourmand. Donc, la gourmandise de qualité dont je parlais est une forme de gourmandise et c'est grave. C'est-à-dire que la gourmandise, là, bien pensée, en fait, c'est une relation désordonnée avec la nourriture où on lui donne la priorité. Ça m'a dit, ça peut devenir même
saint Thomas d'Aquin. Ça peut devenir un péché mortel dans une certaine mesure parce qu'on se met à penser que c'est la fin de toute notre vie. Okay? C'est le but pour lequel on agit. Puis, il y a un peu de ça là, quand on devient obsédé au point de prendre des photos de notre nourriture. Ou je vous donne un autre exemple. Moi, j'avais une amie, je me souviens une fois, on était tous entre amis, on disait viens-t'en, ça va être le fun. Qu'est-ce que vous mangez? Oh, telle pizza, désolé, je trouve pas ça assez comme bon. Je trouve pas que c'est une pizza assez de qualité. Puis elle était pas venue nous rejoindre, mais c'est qu'à un moment donné, ça veut dire que tu places la nourriture sur un piédestal, là, ça occupe une place trop grande dans ta vie. Là. Peu importe que tu sois en santé ou non après, là, c'est pas ça. C'est la place que tu lui accordes dans ta vie. Laurence Godin-Tremblay, là, on a beaucoup parlé qu'il ne faut pas être gourmand ni gourmet. Donc, il y a une gourmandise autant aux États-Unis qu'en France et en Italie, si je te comprends bien. On pourrait dire ça comme ça, oui. Mais en quoi Dieu n'est pas grossophobe? C'est-à-dire, est-ce que Dieu nous aime quand même si on est faible? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis on pêche ou on pêche pas, mais on est gros. OK, bon, mais c'est là que je voulais aller. C'est-à-dire, bon, un coup que vous avez compris quelle place doit avoir la nourriture dans votre vie, là, parce que c'est difficile de voir, c'est ça que Michael Bergeron, dans son essai, le dit bien. Là, le problème, c'est qu'il trouve que la vie est absurde, que ça n'a pas de sens, fait qu'il finit par manger, comme si c'était justement la consolation suprême. Bon, la foi permet de mettre de l'ordre, mais un coup que, bon, c'est correct, j'ai compris, mais je suis encore grosse, je suis pas capable, ou est-ce que Dieu peut m'aimer? Alors, la solution de Michael Bergeron, c'est de clamer que les gens devraient le trouver beau, puis qu'on devrait arrêter aussi de dire que c'est une maladie. Donc, on devrait dire que la grosseur, l'obésité, c'est beau et c'est bon. Moi, je pense que la solution ne fonctionne pas. Là. Bon, pour ce qui est de la bonté, je ne suis pas médecin, là, fait que je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je trouve que les arguments de Michael Bergeron sont souvent sophistiques au sens où il va nous dire quand même que tu as un peu plus de poids, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire ce que tu as à faire puis que tu es malade. OK, mais tu sais, c'est comme, on s'entend que c'est des degrés puis que l'obésité morbide, c'est autre chose qu'avoir 20, 30 livres en trop, comme peut-être j'ai en ce moment, là. Puis, les autres arguments, il dit aussi des fois que les minces sont pas en santé, mais évidemment, mais c'est pas parce qu'un mince n'est pas nécessairement en santé que l'obésité devient quelque chose de bon. Bon, j'en ai parlé avec ma belle-sœur qui est médecin, puis elle me disait, c'est ça, comment c'est vraiment problématique, comment il y a beaucoup de complications et comment l'obésité est une maladie. J'y reviendrai pas. Pour ce qui est de la beauté, je pense que la philosophie peut nous aider à répondre aussi à Michael Bergeron. C'est-à-dire, il nous dit, les gens me trouvent pas beau, les femmes me désirent pas, puis c'est la faute de la société. C'est la faute de la société qui nous a mis dans la tête que c'est pas beau, les gros. Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'ai entendu dire que dans certains pays d'Afrique, par exemple, une femme bien ronde, c'est vu au contraire comme quelque chose de beaucoup plus beau. Bon, ben c'est ça. Là, je pense que c'est là qu'on peut répondre à Michael Bergeron qui nous dit, c'est ça, tu sais, que c'est finalement la beauté, c'est subjectif, puis on devrait être capable de voir la beauté partout, ça devrait dépendre des gens. Ben, il faut lui répondre, en fait, que non, la beauté, là, c'est pas pour rien que finalement, il y a autant de difficultés à trouver des femmes qui le trouvent beau, c'est que c'est objectif, la beauté. C'est une histoire de proportion, là. Tout le monde le sent spontanément, puis le problème avec le surplus de poids, c'est que justement, la proportion du corps ne se voit plus. Là. Le visage est plus aussi proportionné, les membres du corps ne sont plus aussi proportionnés. Maintenant... Et on a le même problème avec les gens qui seraient trop maigres aussi. Exact, c'est ça. C'est là que je voulais aller. C'est-à-dire, maintenant, ça ne veut pas dire qu'une femme qui est vraiment en dessous de son poids va être belle. Il nous parle de comment on fait l'éloge de la minceur. Puis je suis assez d'accord avec lui qu'il y a un problème dans la société par rapport à la minceur. Mais finalement, c'est ça. Ce qui est beau, c'est une certaine proportion. Puis moi, je connais pas le cas en Afrique dont tu parlais, mais moi, mon mari, c'est une chose qu'il me répète, là, qu'il aime quand même, c'est ça, une femme en chair, là, dans une certaine mesure, parce que c'est beau, les courbes des femmes, c'est beau. C'est ça, ça reste dans le domaine de la proportion, puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est attirant. Mais même en Occident, c'est ça qu'on peignait là, dans les siècles passés. Là. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très révélateur dans le fait que, mettons, les mannequins de mode vont être très, très minces, mais tu regardes des mannequins de lingerie ou la pornographie, c'est pas axé sur ces modèles-là. C'est au contraire des femmes avec des courbes parce que c'est ça qui est attirant. Biologiquement, ça a du sens aussi, là. C'est ça, exact. Donc, moi, ce que je répondrais à Michael, c'est, bon, arrête d'essayer de dire que l'obésité, c'est beau et bon, là. C'est plate à dire, mais c'est un mensonge. Là. C'est pas vrai. OK, mais si je suis pas beau, comment je peux m'aimer dans ce cas-là? C'est ça. C'est la prochaine question. Michael Bergeron, à un moment donné, dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il y a les femmes qui lui ont dit qu'il était un homme à marier, qu'il était vraiment plein de qualités, doux, confiant, tout ça, mais c'est ça. Il dit, lui, il prend comme une insulte. Il prend beaucoup de choses comme une insulte, là, c'est-à-dire, c'est ça. En tout cas. Puis,
moi, je trouve le commentaire intéressant parce qu'à ce moment-là, il glisse, c'est ça, cette remarque que lui, il voudrait être sexy, il voudrait être désiré, puis il croit pas au mariage. Moi, j'ai trouvé ça particulier comme remarque parce que, en fait, ce qu'il faut voir, comment on fait pour s'aimer quand on est gros, c'est qu'on s'aime pas en tant qu'on est gros, là. On s'aime pas en tant qu'on est obèse. Même Dieu nous aime pas en tant qu'on est obèse. Dieu aime toutes ses créatures. Dieu aime tout ce qu'il a fait. Non, on pourrait dire, mon bourrelet existe, mon bourrelet est quelque chose, tu sais, je veux dire, Dieu aime tout ce qui est, donc il aime mon bourrelet. Il y en a peut-être même plus à aimer. Ah oui, c'est ça. on pourrait voir ça comme ça, elle était bonne. Puis, mais en fait, il faut voir que il y a comme ce que Dieu n'aime pas, c'est le mal. Puis le mal, c'est pas quelque chose qui existe, c'est comme une privation. Puis dans l'obésité, ce dont on est privé, c'est l'équilibre, c'est la santé, c'est la proportion pour la beauté. Fait on peut pas aimer ça, on peut pas aimer ce déséquilibre. Comme quelqu'un qui naîtrait avec un gros handicap, c'est pas en tant qu'il a ce handicap qu'il est bon, qu'il est aimable ou des choses comme ça, mais certainement, il a une dignité fondamentale qui fait qu'il est aimable. Et si je reviens à cette idée d'homme à marier, Michael Bergeron, ça pourrait être un homme à marier. C'est un homme qui mérite, qui a une dignité, qui est aimé de Dieu, mais il faut qu'il arrête de vouloir être sexy ou désirer des femmes, puis qui voit ça comme un énorme compliment d'être un homme à marier. En conclusion, Laurence, est-ce qu'il faut maigrir pour être aimé ou à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt d'abord être aimé pour avoir la force peut-être de trouver le bon poids? Alors, c'est un autre point intéressant, je pense, là, c'est ça. Michael Bergeron, là, c'est toujours la même impasse qu'il rencontre. Là. C'est un cri du cœur, son livre. Là. Il veut être aimé. Puis en ce sens-là, je pense que ça peut rejoindre chacun de nous là, dans nos... On a tous une petite laideur là, qui nous complexe. Bon, ben, et je pense que ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est d'abord accueillir cet amour-là de Dieu, accueillir cet amour-là aussi éventuellement un mari ou une femme, parce que notre société, elle est superficielle, puis etc., parce que finalement, on court d'une fille à l'autre, d'un gars à l'autre, sans s'ancrer dans quelque chose d'engageant. Fait que si on reçoit cet amour de façon en croyant en Dieu, mais aussi de façon concrète, en croyant au mariage, en croyant à la confession. Moi, depuis que je confesse la gourmandise, je me sens plus aimée de Dieu dans ces rondeurs-là que j'ai acquis par la gourmandise en partie. Si aussi on prie vers Dieu, on lui dit « Ah, Dieu, tu sais, je me trouve laide, je me trouve pas belle », bien, on accueille après ça cet amour, puis on se sent rempli, puis à ce moment-là, la nourriture, justement, prend moins cette place-là de consolation, cette place, parce que c'est le cercle vicieux dans lequel entre Michael. Il nous dit « Je mange pour me consoler, je deviens gros, je suis triste, je remange, etc. etc. » Si ça peut consoler aussi, le père de l'Église, Origène, disait qu'au ciel, il pense que les corps glorieux seront tous des sphères, puisque la sphère serait la forme parfaite. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis pas certain qu'Origène a raison, par contre. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie, merci pour cette chronique qui va nous attirer de grosses plaintes, je pense. Oui, un gros merci. En 2022, Luc Picard sortait son film Confession sur Gérald Galland, qui est considéré comme l'un des pires tueurs à gages de l'histoire du Canada. James Langlois a vu ce film, parlé au réalisateur et réfléchi sur nos préjugés sur la violence. Bonjour, James. Salut! Alors, James, t'es pépisme aujourd'hui. Qui est Gérald Galland et pourquoi Luc Picard trouvait-il intéressant de lui consacrer un film sur un homme quand même plutôt sombre? Bien, Gérald Galland, ce qui est étonnant, c'est que, oui, tu l'as dit, il est considéré comme l'un des pires tueurs à gages de l'histoire du Canada et pourtant, c'était un homme d'une banalité. Écoute, il vient de Chicoutimi. Ça, c'est banal. Ouais, déjà, en partant, c'est banal. Il est resté à Donnacona une bonne partie de sa vie. Il est encore plus banal. C'est ma famille. Hein. Mon père vient de Chicoutimi, ma mère vient de Donnacona. Tu m'as insulté. J'ai aucun jugement. T'es moi, je viens de Val-Bélair. Laurence. Je viens de Val-Bélair, hein, c'est pire. Mais ça pour dire, il menait sa petite vie tranquille. Il était marié pendant 25 ans. Il faisait du vélo. C'est un gars, là, beige, plate, brun, rien de spectaculaire. Mais pourtant, il a tué une trentaine de personnes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi ordinaire que ça, en apparence, se met à devenir tueur à gages dans la vie sans que personne s'en rende compte, ni même sa femme? Ah, ouais. Est-ce que le film, dans le fond, nous pose la question, est-ce que ça veut dire qu'au-dedans de nous, nous avons tous un tueur à gages potentiel? On peut tous devenir une personne très violente, même si on a une histoire banale, justement. Je pense pas que c'était pas nécessairement l'objectif premier de Luc Picard, mais effectivement, moi, c'est ça que ça me renvoyait comme question, parce que justement, tu sais,
au fond, Gérald Galland, ça aurait pu être moi ou ça aurait pu être toi. Qu'est-ce qui fait que... En tout cas, ça aurait clairement pu être Laurence, voyant ses origines. Là. Ouais, c'est ça. Donnacona-Chicoutimi. Mais le film nous montre, puis moi, c'est ce qui m'a touché, le film nous montre, parce que spontanément, c'est sûr qu'on est un peu farouche par rapport à un tueur à gages. On veut dire c'est un psychopathe, etc. C'est pas comme un crime passionnel, c'est très volontaire. C'est ça. Mais le film nous montre quand même un peu, je dirais, les dessous, les derrière de sa vie, ses aspects biographiques qui auraient pu mener possiblement à être ce qu'il est devenu. Donc, une relation très difficile avec sa mère qui ne l'a pas vraiment aimé, qui lui manquait beaucoup de respect. Il était aussi, comme c'est un bègue en plus, imaginez un tueur à gages bègue. Puis donc, à l'école, il était intimidé, il était toujours le cancre, le dernier. Ça, d'une certaine manière, ça peut expliquer le fait d'avoir accumulé de la colère, puis de s'être senti toujours à part. Là, en grandissant, il trouve un milieu criminel dans lequel il est apprécié et puis il est reconnu pour ses talents de tueur à gages dans lequel il excellait, parce que toutes les personnes qui l'ont côtoyé ont dit personne ne peut tuer sans froid comme lui, sans avoir pris de la drogue, faire ce qu'il faisait là, de manière tout à fait rationnelle. C'est vraiment c'est exceptionnel. Dans le mal, là, c'est exceptionnel. C'est pas si banal que ça, dans le fond. Ben, dans un sens, non, c'est ça. Très habile. Ariane? Et pourtant, il est dépeint comme un homme sensible aussi, non? Le film veut montrer cette facette-là de sa personnalité. Oui, puis non seulement le film, mais pour faire une histoire courte, c'est que lui, en fait, il a mené à la résolution de la guerre des motards en 2002 parce que quand il s'est fait arrêter par la police, il a vendu toutes les personnes avec qui il a travaillé. Donc, ça a permis à la police d'arrêter toutes les têtes dirigeantes des clans, autant des Hells que des Rock Machines. Et puis, c'est un peu ça qui a mis fin à la guerre des motards. Et donc, là, la police a dû l'interviewer pendant des heures et des heures. Et c'est dans ces interviews-là, auxquelles Luc Picard a eu accès pour faire son film, d'ailleurs, on le voit, quand à un moment donné, c'est arrivé dans une de ses missions où il a malencontreusement tiré une balle à une femme dans un restaurant sans faire exprès. Et puis ça, il le regrette amèrement, il en pleure. Puis même sa femme, il était attristé de savoir tout le mal qu'il lui infligeait parce que sa femme, imaginez, sa vie a été complètement chambardée quand lui était arrêté. Elle a dû changer de nom, déménager parce que ça aurait pu être dangereux pour elle. Mm-hmm. Mais là, James, est-ce que l'objectif de tout ça, c'est de nous montrer que derrière un tueur à gages, quelqu'un qu'on imagine très méchant, au fond, il y a une histoire, il y a une blessure d'enfance, il y a de la pauvreté, du manque d'éducation, puis que la violence s'expliquerait par des causes sociologiques comme celle-là ou psychologiques? Oui, entre autres, mais il ne s'agit pas non plus de tout excuser, là, parce qu'il ne faut pas non plus... c'est ça, il y a la miséricorde, il y a la justice. Là, donc, oui, sans enlever ce qu'il a fait, ce sont des crimes, c'est abominable, il a détruit la vie de certaines personnes. Mais par ailleurs, effectivement, on peut toujours regarder aussi les causes externes ou sociologiques, affectives, familiales qui ont mené à être ce qu'il est. Et Luc Picard, lui, me disait, dans le fond, ce qu'il voulait montrer, entre autres, et c'est ce qu'il disait à son équipe de tournage, à ses acteurs, on fait un film de pauvres. Parce qu'il y a une pauvreté culturelle, humaine. Tu sais, souvent, on voit des films de criminels. C'est vrai, il y a une criminalité élite, on peut dire, là, de mafieux, etc., qui sont peut-être qui ont l'air, en tout cas, plus classe. Là. Mais, tu sais, au Québec, les Hells, les Rock Machines, c'est pas tous des génies, là. Tu sais, c'est du petit monde, comme on dirait, là. Puis, c'est un peu ça qu'il cherchait à montrer, qu'il y a toute une couche de la population qui vit cette criminalité-là et dans le fond, qui sont des gens très ordinaires qui sont peut-être celui qui emballe à l'épicerie. Là. Tu l'as dit, James, en début d'émission, ton histoire personnelle est liée d'une certaine manière à celle de Gérald Galland. C'est très intriguant. Dans l'entrevue que tu as fait avec Luc Picard et qui est publiée dans le magazine Le Verbe du mois de mars, tu dis même que ton oncle aurait été assassiné par lui. Effectivement, c'est... je l'ai appris. Je savais que mon oncle avait été assassiné, mon père aussi d'ailleurs, mais je n'étais pas trop au courant. J'ai entendu dire que c'était peut-être Galland. Puis effectivement, j'ai acheté le livre qui est d'Éric Thibault et Félix Séguin, là, deux enquêteurs qui ont eu accès à tous les documents de la police. Ils ont fait ce livre-là, Galland, Confession d'un tueur à gages, dans lequel il relate là, vraiment fait par fait tous les meurtres qu'il a fait, quand, où. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'une bonne partie des meurtres qu'il a commis sont dans la région de Québec autour des années 95, 2000, ça s'est tout passé à Québec, là, sur la première avenue à Charlebourg, première avenue, en tout cas, je ne sais pas trop, là, le Ashton, à Saint-Antoine-de-Tilly, mon oncle qui est assassiné. Donc voilà, mais c'est pas Galland qui a directement assassiné mon oncle, mais paraît-il que Galland a voulu assassiner mon oncle parce qu'il pensait que mon oncle, c'était
était associé à la police. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Et qui avait essayé de piéger Galland. Puis Galland s'est mis en compagnonnage avec un autre de ses amis pour le prendre en piège. Ouais. Et toi, quand tu vois ce film, tu lis cette biographie et que tu remédites à ta propre vie, tu nous as même parlé de ton père, là, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es à l'aise d'en parler. Très à l'aise. Très à l'aise. Est-ce que ça t'a donné le goût de pardonner à Gérald Galland? Ben oui, moi, en fait, je peux pas dire d'emblée que j'étais très... j'avais beaucoup de haine ou d'amertume envers celui qui a commis ce meurtre-là de mon oncle, qui est aussi mon parrain. Parce que, bon, c'est une histoire un peu plus détachée. Mon père, c'est autre chose. Là. Mais non, de fait, moi, j'ai écouté ce film-là, puis je trouve que ça me l'a rendu très sympathique, en fait. Moi, si je pouvais le rencontrer, j'aurais aimé ça y parler. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de touchant. Non, j'ai été très empathique par rapport à ce qu'il a vécu puis à ce qu'il est. Ça ne me l'a pas fait haïr du tout. Là. Puis non, fait que je pense d'une certaine manière que je lui pardonne, je lui ai pardonné ça. Là. Juste pour qu'on comprenne mieux, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît personnellement, pourquoi ton père? Est-ce que c'est parce que ta famille était dans les motards, dans le crime organisé? Bon, d'une certaine manière, oui et non. C'est-à-dire que ça a commencé avec mon père qui, lui, avait des désirs de faire de l'argent facilement. Donc, il a commencé à vendre la drogue. Il n'était pas affilié ni aux Hells ni aux Rock Machines. Mais évidemment, c'est un petit milieu, tout ça, le monde criminel. Donc, l'approvisionnement de la drogue, les territoires, tout ça, il y avait quand même à travailler avec eux d'une certaine manière, ou en tout cas à entretenir des relations. Mon père était autonome dans cette histoire-là. Et par après, c'est mon oncle qui, paraît-il, a commencé à vouloir suivre mon père dans cette histoire-là. Et puis, ça s'est mis à compliquer un peu les choses, là, parce que, bon, mon père a eu des altercations avec pour des histoires de territoire. Ça a mal viré. Lui a été descendu. Puis, 4 ans plus tard, ça a été mon oncle, là, qui possiblement, lui, mon oncle, paraît-il, était plus cow-boy un peu. Là. Il y avait des méthodes. Mon père, lui, tout le monde le respectait, puis il n'était pas violent du tout. Mais mon oncle, il avait plus je dirais, selon les histoires, là, il était plus intense. Pourquoi, selon toi, James, on est fasciné par la violence, par les criminels, les films qui sont violents ou qui parlent de trucs policiers comme ça? On dirait que ça nous attire. Oui, puis de fait, il y a de plus en plus de films. Bon, il y a celui de Luc Picard, puis il y a quelques semaines est sorti le film Crépuscule pour un tueur qui relate une autre histoire d'un des grands tueurs à gages du Québec, là, la famille Dubois. Et Éric Bruno, l'acteur qui joue le personnage principal, était là, tout le monde en parle récemment. Et on lui posait la même question et à laquelle il a répondu, d'une part, ces gens-là nous intriguent parce qu'ils font des choix intenses. Ça nous pose la question, est-ce que nous, on serait capable d'aller jusque-là pour, je dirais, avoir accès aux mêmes fins, dans le fond, l'argent, la gloire, ou je sais pas, il y a une espèce de liberté. En tout cas, une liberté qui est mal utilisée, mais libre arbitre, disons ça, qui va vraiment loin à assumer ses conséquences. Et par ailleurs, Luc Picard, je lui posais la question également, et lui m'a dit, parce que lui en a rencontré des gens de ces criminels-là avec lesquels, pour faire son film, il me disait, ces gens-là sont toujours... En tout cas, il y a une espèce de côté brut de la nature humaine. On a accès à la nature humaine d'une manière vraiment intense, ce qui fait que ces gens-là, c'est toujours des questions de vie ou de mort. T'sais. On n'est pas avec la POC, autrement dit. C'est pour ça que il y a quelque chose qui sort un peu de notre vie sociale, bien avec le respect humain. Tout ça est bien rodé, alors que dans le milieu criminel, c'est direct. As-tu une réflexion sur le rapport des Québécois à la violence? On pourrait avoir le préjugé, nous, on est un peuple pacifique, non violent, on n'est quand même pas les Américains où il y a beaucoup de crimes et des guns un peu partout. Luc Picard, lui, me disait justement qu'il trouvait qu'on voyait pas beaucoup de violence dans les films québécois ou dans les séries québécoises, qu'on avait on se donnait une image de nous-mêmes, les Québécois, justement, comme quoi on était non violents, etc. Mais au fond... derrière cette image-là, il y a souvent une violence un peu cachée. Et je pense pas que ce soit vrai, moi non plus, qu'on est vraiment si non-violent que ça. On passe pas toujours à l'acte. On a une révolution dite tranquille. Mais pourtant, on peut avoir une violence verbale, on peut une violence aussi dans les intentions, dans le jugement, dans l'amertume. C'est une violence qui est, selon moi, en puissance ou qui est un peu implicite, mais qui peut facilement déborder et mener à l'acte là, sans problème. Autour de la table, je suis curieux, avez-vous l'impression qu'au Québec, on est trop indulgent avec la violence ou trop sévère, au contraire?
Par rapport à la représentation de la violence, mettons, au cinéma ou dans les séries, moi, j'y vois une sorte de pudeur, de décence aussi, parce qu'il me semble que il y a une violence dans la société américaine, mais dans le cinéma d'Hollywood aussi, des fois, c'est comme, c'est too much, là, c'est extrapolé, puis des fois, c'est comme pas nécessaire non plus, donc c'est pas nécessairement que c'est une représentation de ce qu'on est comme peuple, peut-être que ce l'est, mais aussi que juste un certain goût un peu moins pour... la violence crue, là, visuellement, dans nos médias. Là. Moi, je pensais que c'était un manque de budget, mais... non, mais c'est une question faire sérieuse. Une explosion. C'est une question sérieuse, ouais, non, c'est ça. Je pensais que les films américains étaient plus violents juste parce qu'ils ont plus de budget, mais... Non, mais on n'est pas une société qui est, disons, statistiquement très violente. Non, parce que le taux de criminalité dans les rues, par exemple, au Québec, bon là, à Montréal, la violence monte un peu, puis on est très inquiet. Je pense que comparé à la société américaine, on est de fait, ou comme tu disais, en acte, on est beaucoup moins violent. Mais peut-être d'où une sorte de fascination. Je pense à la série relativement récente, C'est comme ça que je t'aime, au Québec. Là, on montre des Québécois dits pure laine, typiques des années 70, qui déchaînent, qui laissent se libérer cette violence en puissance, mais carrément en acte, avec des mitraillettes partout. Oui, mais c'est une comédie, c'est quasiment à la Tarantino. C'est fait de façon comique, oui, avec des échos Tarantino, etc. Mais je pense que les Québécois, il y a une satisfaction à voir de la violence pour actualiser ce potentiel sans le faire pour vrai. Un peu comme Aristote parlait de la catharsis, la purification expiatoire dans l'art. Donc, on aime ça, vu qu'on ne veut pas le faire nous-mêmes. Puis, à la limite, là, je te dirais que c'est tout à notre honneur de vouloir le faire ou de vivre comme ça. Là. Parce que c'est vrai, il faut se rappeler qu'ici, dans les dernières années, c'est de moins en moins violent, à Québec entre autres, mais dans le Vieux-Québec, là, il y a 20 ans, là, c'était le Far West. Là, puis Montréal, dans les années 70, c'est ça que le réalisateur du nouveau film dit, le Crépuscule pour un soir, il y avait des gangs, ça se tirait dans les rues. Tu sais, c'était un autre monde. Là, la guerre des cochers à Québec aussi. Oui, non, c'est ça. C'était très violent. Absolument. Oui, ça se poignardait dans le Vieux-Québec, puis c'était pas rose. Là. James en sait quelque chose, il a déjà été coché. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, une autre histoire. Merci, James. En tout cas, c'est fascinant. Tu es rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. On peut lire ton entrevue avec Luc Picard sur leverbe.com. Merci beaucoup. Je sais pas, là, une prochaine fois. À la fête des pères, je pense. À la fête des pères, on va te réinviter. OK, super. Merci beaucoup. Vous êtes toujours avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe à On n'est pas du monde. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Cette phrase, qui ouvre l'encyclique Fides et Ratio, publiée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1998, est loin de faire l'unanimité encore aujourd'hui. Est-il possible de réconcilier foi et raison? Antoine Pajot-Saint-Hilaire, docteur en philosophie, est avec nous pour en parler avec foi, raison et passion, j'espère. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, tu viens nous parler aujourd'hui de cette encyclique phare là, du Saint-Pape Jean-Paul II. Pourquoi avoir fait ce choix comme tu le mentionnais, je suis philosophe de formation, puis c'est un encyclique extrêmement philosophique, donc je m'y intéresse, puis je m'intéresse à cette question de savoir si nous, comme croyants, on doit accorder une place importante ou jusqu'où on doit apporter une place importante à la raison, à la pratique de la raison, l'exercice de la raison. Puis aussi, comme philosophe, c'est quoi la place de la foi dans une vie philosophique. Donc, c'est pour moi un thème extrêmement important, mais je pense aussi pour tous les membres de l'Église, c'est une question qui doit se poser d'une façon ou d'une autre. Puis Jean-Paul II a des pistes très intéressantes là, pour répondre à ces questions-là. Parce que toi qui as fait des longues études dans le milieu académique, c'est pas toujours commun là, de penser que foi et raison peuvent être réconciliées, là. Non, effectivement. Dépendant du milieu, généralement, on pense même d'emblée que ce sont deux positions irréconciliable. C'est-à-dire qu'une vie dédiée à l'exercice de la raison puis une vie de foi vont nécessairement entrer en conflit l'une avec l'autre. Et donc, il faut poser un choix entre une vocation, disons, philosophique, rationnelle ou scientifique, rationnelle,
ou une vocation de croyants qui nous mènerait dans deux directions opposées. Et ça, c'est une erreur, comme l'indique la phrase que Simon a citée au début de l'encyclique. C'est une erreur profonde qui suppose que la vérité, ou en tout cas qu'il y aurait différentes sortes de vérités au point où est-ce qu'elles ne pourraient pas se rencontrer. Ça va dans deux directions opposées. Alors que pour Jean-Paul II, mais pas seulement pour Jean-Paul II, hein, c'est la position de l'Église sur le rapport foi-raison. C'est plutôt qu'il y a une harmonie des deux parce qu'on on chemine, l'esprit humain chemine avec ces deux ailes-là dans la même direction. Donc, si je comprends bien, que ce soit par la foi ou par la raison, ce que nous dit Jean-Paul II dans cette encyclique, c'est qu'on ne va pas arriver à deux vérités qui s'opposent ou contradictoires. Non, jamais contradictoire, ça c'est certain. Est-ce qu'on va arriver exactement de la même façon au même postulat? Pas exactement non plus. Il y a quand même une différence, on pourra y revenir en un instant, entre la vérité naturelle et la vérité révélée, mais elles ne sont pas contradictoires, ça c'est certain. L'autre chose qui est intéressante avec la métaphore du début de l'encyclique, hein, c'est que c'est deux ailes d'un même esprit. Hein. Donc, c'est pas comme si on pouvait choisir. Hein, sinon, on vole pas vraiment. Ben, c'est ça, on vole mal hein, quand on vole d'une aile. Okay. Donc, j'aime beaucoup cette image-là pour cette raison-là. C'est-à-dire que si c'est pas à l'échelle individuelle, au moins à titre de communauté dans le Christ, l'Église doit voler de ces deux ailes-là. Et la tradition de l'Église a toujours volé de ces deux ailes-là, qui sont la foi et la raison. Jamais voulu les séparer. Et dans son encyclique, je pense un des grands efforts que Jean-Paul II déploie, c'est de rappeler à l'Église qu'elle a une tradition philosophique très forte, très longue, et qu'elle est extrêmement importante, cette tradition philosophique-là. On ne peut pas la tasser et choisir, disons, l'aile de la foi. OK, c'est intéressant. Donc, moi, j'aurais pensé spontanément que c'est une encyclique pour défendre la foi contre peut-être une société aujourd'hui qui valorise que la raison. Mais si je t'entends bien, Jean-Paul II essaie aussi de défendre la raison contre des gens peut-être qui, au nom de la foi, disent « Ah, la raison, c'est dangereux ». Oui, je pense qu'il veut défendre la raison de deux façons, comme tu viens de le suggérer, c'est-à-dire il y a probablement des gens à l'époque dans l'Église qui avaient des tendances anti-philosophiques ou anti-tradition philosophique. Et Jean-Paul II veut rappeler les biens fondés de cette tradition philosophique-là, puis rappeler l'usage pertinent de la réflexion philosophique pour l'approfondissement de la vie de la foi, dans ce qu'il appelle l'intelligence de la foi, d'une part. De l'autre part, il y a aussi des gens, pas nécessairement dans l'Église, qui vont se faire les avocats de la raison, mais qui utilisent la raison de façon déréglée, ou disons, en bon québécois, qui utilisent la raison de façon tout croche. Et ça mène à des erreurs aussi. Et donc, en défendant la raison, et ce qu'il appelle la droite raison, hein, en latin, dans l'encyclique, c'est recta ratio, la droite raison se comporte de façon bonne et n'arrivera donc pas à des erreurs philosophiques. Alors qu'une raison laissée à elle-même, qui ne sait pas comment se repérer, peut générer des erreurs philosophiques dont il veut nous prévenir. Des fois, on entend des croyants dire quelque chose genre « Ben là, ta foi est trop dans ta tête, elle est trop rationnelle, fais-la descendre dans ton cœur. La foi, c'est pas de réfléchir, c'est de croire, c'est d'aimer. » Qu'est-ce que Jean-Paul II répondrait à ça? Je pense qu'il dirait... Ben, si la foi n'est que cérébrale et intellectuelle, hein, ça serait comme voler d'une aile aussi. Hein. Donc, il faut pas... Il est très clair partout dans l'Église, dans la tradition et dans cette encyclique, qu'on ne peut pas, simplement par la raison, vivre une vie conforme à l'enseignement du Christ. Il faut la foi. Saint Paul est très clair là-dessus, il n'y a aucune dispute. Par contre, seulement la foi, si on veut faire tout descendre dans notre cœur puis qu'on veut rien garder dans notre tête, là, on va avoir des problèmes. Puis d'ailleurs, le fidéisme est une hérésie selon l'Église. Et le fidéisme, ce n'est pas de dire que la foi, c'est ce qui est le plus important. Je pense que Saint Paul le dit assez clairement. Mais c'est de dire que la foi ne bénéficie aucunement de l'éclairage potentiel que la raison peut faire sur le contenu de la révélation. Mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde là, de mener une grande vie intellectuelle. Là. Il y a des gens qui sont plus simples ou qui sont juste pas intéressés nécessairement par ça. Est-ce que cette encyclique-là s'adresse tout simplement pas à eux ou est-ce que c'est une question qui est abordée? Ou est-ce que leur foi aurait moins de valeur parce qu'ils n'ont pas les capacités pour être des théologiens? Non, je pense que, et c'est là que je disais tout à l'heure, il faut faire une distinction peut-être entre la vie de foi d'un individu versus la participation de cet individu dans l'Église qui est c'est un seul corps, l'Église. Et ça, c'est très important. L'Église, elle, a cette tradition philosophique-là. Et si quelqu'un avait une foi très profonde dans son cœur,
tout en étant en harmonie avec l'Église, elle respecte parfaitement cette harmonie, foi et raison, de par sa participation au corps du Christ. Donc, être docteur, c'est un des membres du corps, mais on n'est pas obligé d'être tous docteurs. Exactement. Par contre, si un croyant très fervent dans son cœur se fâche à chaque fois que l'Église articule des conceptions philosophiques ou écrit un encyclique pour défendre la valeur de la raison dans la tradition philosophique de l'Église, bien là, on aurait un problème avec ce membre du corps. James Langlois? De toute façon, un peu pour faire du pouce sur l'objection, il y a toujours dans la foi une dimension rationnelle aussi. Tu sais, je veux dire, pourquoi on croit, ben c'est pas nécessairement à cause que la personne a réfléchi en théologie, mais la personne s'appuie sur le témoignage, l'expérience de quelqu'un, sur ce qu'elle a entendu. Tu sais, il y a une transmission, nécessairement, il y a une réflexion qui s'appuie sur sur des raisons de croire. Là, tu sais. Oui, bien sûr, il y a des raisons de croire. Mais pour revenir quand même à ce que Simon disait, c'est pas tout le monde qui voit de la même façon toutes les raisons de croire. Et quelqu'un qui croit sans connaître toutes les raisons de croire, sa foi ne sera pas invalidée tant et aussi longtemps qu'elle est en accord avec l'Église qui, elle, a une prise claire sur ses raisons de croire. Ça, c'est une participation à la raison quasiment de quelqu'un d'autre. Oui. D'ailleurs, pour revenir à une distinction aristotélicienne que j'aime présenter à mes étudiants, Aristote dit que pour être conforme à la raison, il y a deux façons. On peut exercer la raison ou on peut s'y soumettre en obéissant. Donc, il y a une raison qui commande, une raison qui s'exerce. Et parfois, dans un même individu, on peut exercer notre raison et s'y soumettre. Parfois, on n'est pas capable de parfaitement exercer notre raison, mais si on est capable de s'y soumettre, se soumettre à la bonne autorité qui, elle, a exercé la raison, à ce moment-là, on participe aussi de la raison. C'est très raisonnable de croire, par exemple, son médecin ou ses parents ou un expert là, en général. Et donc, ce serait raisonnable de croire Dieu ou l'Église aussi en matière des choses de la foi. Absolument, c'est ça. Donc, l'autorité de l'Église, elle, si on l'écoute, on est effectivement conforme à sa tradition philosophique, sa tradition de réflexion rationnelle sur le contenu de la foi. Tu nous as parlé que Jean-Paul II, dans Fides et Ratio, son encyclique dénonce le fidéisme. Est-ce qu'il y a d'autres grandes erreurs comme ça envers lesquelles il nous met en garde? Oui, absolument. Puis il y en a une sur laquelle j'aimerais insister, mais je peux en nommer quelques-unes, mais une qui est vraiment importante, puis sur laquelle Jean-Paul II passe un certain temps, c'est l'erreur qu'il appelle l'historicisme, ou on pourrait l'appeler le relativisme historique. OK, donc c'est pas la peur de l'histoire, là. Non. L'historicisme, c'est pas la peur de l'histoire, c'est au contraire une fascination un peu trop forte pour l'histoire et une tendance à réduire toute vérité à son contexte d'émergence ou à son contexte d'élaboration. Ça, c'est une grave erreur philosophique. Jean-Paul II argumente dans Fides et Ratio parce que ça nie l'universalité de la vérité, en fait. La vérité, elle est fondamentalement universelle. C'est ce qu'est la vérité. Si on parle de quelque chose qui est vrai seulement à un certain moment, on ne parle pas de vérité au sens fort. Une vérité, donc, est universelle de tout temps et de tout lieu. Aurais-tu un exemple de ce que quelqu'un qui fait de l'historicisme pourrait affirmer? Bien sûr. Alors, très simple. Jean-Paul II a écrit ce texte en 1998. J'ai parlé de son contexte de réalisation tout à l'heure. Eh bien, c'était peut-être vrai en 1998 pour le statut de l'Église en 1998, mais maintenant, on peut le jeter aux poubelles parce que maintenant, on est en 2023. En 2023, ce qui est vrai, ça ne peut pas être la même chose que ce qui était vrai en 1998. Alors ça, c'est un exemple un peu extrême, mais on entend quand même dans le discours politique des réflexes relativistes ou historicistes de cette façon-là. Souvent, en 2023, il est impossible de penser que... On entend souvent ça dans le discours politique, par exemple. Ça, c'est un argument historiciste qui réduit la valeur de la vérité à un temps et à un lieu. Très dangereux, il est impossible de raisonner convenablement si on suit cette ligne de pensée. Laurence? Oui, j'allais dire que moi, je me souviens d'un séminaire là, de doctorat en philosophie dans une université que je n'aimerais pas, là, mais ça commençait justement comme ça, c'est-à-dire on va étudier Descartes, mais le problème, c'est qu'on ne pourra jamais savoir si quand Descartes parle, mettons, du mot concept, de Dieu, de âme, si on comprend vraiment ce qu'il veut dire, parce que lui, il était dans son époque, puis nous, on est dans notre époque, puis les mots veulent pas dire les mêmes choses, puis... Mais c'était comme angoissant. Là. Je disais, mais est-ce qu'il y a un monde un et commun? Est-ce que... moi, je viens de Québec, toi, tu viens de Montréal. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que... Il y a quelque chose comme d'angoissant à ce moment-là, parce que le monde n'est plus commun. Là, il n'est plus un. Ouais. Et c'est tout à fait juste. Puis, à un moment donné, là, on cherche le monde commun, à un moment, on cherche l'humanité commune. Si Descartes a écrit des choses en parlant un certain langage, bon, on est capable de traduire. À quelque part, on a une expérience humaine qui est partagée, qui fait que quand on lit Homère ou Platon ou Aristote ou saint Thomas, on parle des mêmes choses parce qu'on est des êtres humains. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est pas une sorte d'anthropologie fondamentale du christianisme
que l'Église catholique endosse parfaitement, qui a été mise de l'avant particulièrement de façon très forte par saint Thomas d'Aquin, c'est qu'on a été créés par Dieu comme des êtres qui sont rationnels. Et donc, notre raison est plus un allié qu'un ennemi. Bien sûr. Y compris dans notre vie de foi. Oui. Et cette raison, créée par Dieu, elle était la même raison pour la personne d'Aristote, la personne de Descartes, Laurence ou Simon. Est-ce que, moi, j'avais des amis protestants qui m'avaient fait l'objection que, bon, là, je ne sais pas quelle branche de protestantisme, mais que notre raison était trop abîmée par le péché pour pouvoir l'écouter. Est-ce que ça, Jean-Paul II parle de ça? Ou... Oui, Jean-Paul II parle de ça et défend le point de saint Thomas sur ce point-là, sur cette question-là. Il dit que le péché originel a corrompu effectivement la nature humaine, mais ne l'a pas pleinement corrompu. Donc, on peut quand même se fier à la raison qui était un don de Dieu, pas pleinement défiguré donc par le péché. Oui, Jean-Paul II en parle, puis suit saint Thomas là-dessus. James, rapidement. J'ai envie de te poser une objection qu'on m'a déjà posée, c'est-à-dire, tantôt, on présente un peu, justement, foi et raison comme un peu égal. Bon, tu as dit, mais quand même, le plus important, c'est la foi. On ne va pas se le cacher quand on est croyant. Par contre, ultimement, l'Église, c'est la foi qui a le dernier mot. Est-ce que c'est peut-être ça qui irrite beaucoup une portion des gens qui tendent plus du côté de la raison et qui ne veulent pas admettre à la fois sa place? Comment, justement, dire, au final... Oui, c'est la foi qui a le dernier mot, même si raison peut aider, tu sais. C'est une question très... C'est une grosse question pour terminer une chronique en 30 secondes. 30 secondes. Ouais, je suis désolé. Mais c'est-à-dire que, bon, je pense que la réponse de Jean-Paul II, la réponse, je pense, philosophique à donner rapidement, c'est que les lumières naturelles, la raison naturelle est capable de nous amener jusqu'à un certain point vers Dieu. Elle va être capable de nous montrer... de nous aider à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas au départ, mais à quelque part, il va y avoir des limites à ce que la raison est capable de découvrir. Puis en arrivant à ces limites-là, il faut faire, pas un saut, mais je dirais, il y a un prolongement que la foi vient compléter lorsqu'il est question, par exemple, de comprendre la nature divine. Bon, on peut se rendre jusqu'à un certain point avec la raison. La foi va venir compléter ces lumières naturelles. Donc, on parle encore d'un rapport harmonieux et de continuité plutôt que d'un rapport disjonctif ou d'opposition. C'est très intéressant. Ça me donne le goût d'aller relire cette encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Jean-Paul II lui-même qui incarne, je dirais, ces deux ailes de la foi et de la raison, parce qu'en plus d'être un homme de foi, c'était aussi un philosophe. Donc, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, docteur en philosophie, merci beaucoup pour ce survol de l'encyclique Fides et Ratio. Merci. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir. C'est le moment de notre tour de table culturel. Laurence Godin-Tremblay, qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? Alors, je vous suggère une petite entreprise. J'ai connu celle qui a parti ça. Ça s'appelle Bougeotte et Placotine. Là, il y a une succursale à Montréal. Il y en a une à Saint-Nicolas, à Sainte-Foy et à Le Bourgneuf. Là. Et Sherbrooke aussi. Puis, c'est une entreprise là, pour permettre aux femmes enceintes ou qui ont accouché de se mettre en forme ou se remettre en forme. Puis moi, j'adore ça. Là, pour vrai. On y va avec notre bébé. Les entraîneurs prennent notre bébé s'il pleure. Il y a des jeux. Tout est pensé pour une maman. Alors, c'est vraiment... Je trouve ça incroyable. Pour vrai. Ça me motive beaucoup. Puis ça me donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie d'y aller 2 fois semaine pour perdre le poids que j'ai en trop, comme tu dirais, Simon. Bougeotte et Placotine. On mettra ça en lien sur YouTube et Facebook comme toutes les autres suggestions. D'ailleurs, James Langlois? Je vous invite à venir célébrer l'octave de Pâques avec l'équipe du Verbe à la Korigane le jeudi 13 avril à 19h. On fait le lancement de notre prochain numéro spécial sur la loi et les commandements. Il va y avoir pour l'occasion une table ronde animée par toi, Simon, et à laquelle va participer Laurence, Brigitte et Antoine Malenfant. Et ils vont discuter, donc ça va être à la fois intelligent et drôle. Puis il va y avoir un prix pas un prix de présence, mais un cadeau spécial remis à ceux qui vont être présents sur place. Et Laurence va pouvoir se venger contre moi, je pense, durant cette soirée. Soyez des nôtres. Merci beaucoup, James. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, un album de musique pour toi, hein? Oui, le groupe Valère, pour ceux qui sont de ma génération, anciennement Mister Valère, maintenant Valère, ont sorti tout récemment, le 4 mars, je crois, leur album Jazz Futon, qui est un album électro-jazz très plaisant, très agréable à écouter, que ce soit pour
vos balades en voiture, votre ambiance de vaisselle ou encore... Les 5 à 7 chez soi, les parties. Exactement. C'est une musique très polyvalente, très agréable. Un peu de... Tu sais, ça me fait penser qu'on pourra peut-être le mettre pendant notre lancement, justement. Absolument. Merci, Antoine, pour cette suggestion. Ariane Blais-Lacombe, on termine le dessert avec toi. Oui, alors ma recommandation est thématique avec l'intro que j'ai faite sur le thème de la trisomie 21. J'ai découvert la bande dessinée « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Ça a été écrit et dessiné par Fabien Toulmé et c'est paru aux éditions Delcourt. Donc, c'est un livre qui date de 2014. Je pense que c'est plus évident de mettre la main dessus, mais vérifiez à votre bibliothèque municipale. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la chance de lire cette BD-là. Puis vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, c'est un père qui raconte l'arrivée dans sa vie de sa deuxième fille qui était atteinte de trisomie 21. Et pour lui, ça a été vraiment toute une épreuve de vivre ça parce que, premièrement, la trisomie n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Puis en fait, ça a pris un certain temps après la naissance avant que ce soit confirmé. Donc lui, dès qu'il a vu son enfant, il a dit « ben écoute, elle est trisomique ». Puis il raconte avec beaucoup d'authenticité. Là, en fait, moi, j'ai trouvé ça presque choquant parce qu'il met très clairement en mots tous les préjugés qu'il avait, toute son hostilité envers ces personnes-là. Et donc, pour lui, d'accueillir un enfant trisomique, c'était la fin du monde. Là. Donc, vraiment, c'est très intime comme bande dessinée. Mais en même temps, ben, ça se finit bien quand même. Donc, il raconte aussi tout le processus d'acceptation qui est passé, puis comment il en est venu à finalement aimer beaucoup sa fille, puis s'émerveiller de ce petit bébé-là qui lui était confié. Donc, je pense que pour notre société, c'est un livre qui est extrêmement utile parce que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont, en lisant ça, se reconnaître là, dans sa position de départ, mais qui pourraient aussi élargir leurs horizons par rapport à ces personnes-là. Merci, Ariane. Ça s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais » par Fabien Toulmé aux éditions Delcourt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.